Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne. Si tu fais la procédure du permis d'études pour étudier au Canada ou si tu fais la procédure Campus France pour étudier en France, cette vidéo te concerne. Dans cette vidéo, on parlera du garant financier, mais plus précisément du garant solvable. Dans une première partie, on va faire des définitions générales. On va définir ce que c'est qu'un garant pour ceux qui n'en ont aucune idée. Et on parlera de la solvabilité. On verra ce que c'est qu'être solvable, mais dans un contexte général. Dans une deuxième partie, on va appliquer maintenant tous ces concepts-là à la réalité. C'est-à-dire, on va appliquer toutes les définitions vues au permis d'études et au visa Campus France. Si tu es concerné par ces deux procédures, je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que les informations pourront t'aider à réussir ta procédure. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Eddie Kodjan, mais vous pouvez m'appeler le GOAT. Vous pouvez m'appeler le 10+1, numéro 11, comme Didier Drogba du pays d'où je viens. Vous pouvez m'appeler le troisième Messi. Vous pouvez m'appeler le président des Skinny de Côte d'Ivoire. Ou encore, vous pouvez m'appeler, comme la plupart de mes abonnés, l'étudiant le plus connu d'Afrique. Pour ceux qui viennent de me découvrir, j'ai pas mal de vidéos qui pourront vous aider à réussir votre procédure tout seul, sans passer par une agence si vous êtes autonome. Pour ce faire, je vous invite à faire un tour sur ma chaîne, à regarder mon contenu. Et si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à me laisser un pouce vers le haut, à activer la cloche de notification, à me poser de préférence vos questions en commentaire et à me suivre sur mes réseaux sociaux qui s'affichent là, Snapchat, que vous pouvez voir qui s'affiche, et Instagram. Vous pourrez me poser les questions sur les réseaux sociaux. Je ne réponds pas à tout le monde, mais je répondrai à ce que je vois quand je pourrai répondre. Voilà, parce que j'ai aussi une vie en dehors des réseaux sociaux. Quand tout ça c'est dit, générique et on commence la vidéo. Partout. De retour. On va définir ce que c'est que le garant financier, mais bien avant, je veux vous inviter à vous mettre dans la tête de l'agent d'immigration qui traitera votre dossier. Mettez-vous à la place du membre de l'agent consulaire qui va recevoir votre demande de visa. Ce que vous devez savoir, c'est que les membres consulaires ne sont pas optimistes comme vous. Vous, lorsque vous faites votre demande de visa, vous vous dites si j'arrive au Canada ou si j'arrive en France, je pourrais travailler pour me prendre en charge et payer mes études ou ce genre de choses. L'agent consulaire, l'agent d'immigration qui reçoit votre dossier, lui, il est tout à fait pessimiste. C'est-à-dire quoi? Lui, il pensera toujours au pire des cas. Il va se baser sur le pire des cas pour pouvoir traiter votre dossier. Et le pire des cas, c'est quoi? C'est le contraire de vos objectifs. C'est-à-dire quoi? Vous arrivez par exemple en France ou au Canada pour vos 3 années d'études par exemple et vous n'avez aucun boulot. C'est comme ça que l'agent d'immigration y pense. Vous arrivez pour vos études en France ou au Canada pour 3 ans et vous n'avez aucun boulot durant ces 3 ans là. Comment comptez-vous faire pour vivre? Donc c'est là maintenant que vous allez devoir lui prouver que même si vous n'avez pas de boulot durant ces 3 ans, vous pourrez vivre quand même parce que soit vous-même vous avez les capacités, vous avez assez d'économies pour pouvoir vivre au Canada ou en France durant vos études sans travailler, ou qu'il y a quelqu'un derrière vous qui pourra vous soutenir financièrement de sorte à ce que même si vous n'avez pas de boulot, vous puissiez être pris en charge et payer vos études. Et cette personne qui est censée vous soutenir financièrement lorsque vous n'avez pas de boulot pour payer vos études et vous prendre en charge, cette personne-là est appelée le garant financier. J'espère que c'est clair. Je ne peux pas être plus clair que ça. Mais si vous avez des interrogations, n'hésitez pas à poser en commentaire. Donc le garant en quelque sorte, c'est celui qui viendra vous soutenir. Quand on prend le pire des cas, c'est-à-dire quand on prend le pire des cas où vous n'avez aucun boulot durant toutes vos études, le garant financier, c'est celui qui donnera la conviction à l'agent d'immigration que même si vous ne travaillez pas, vous allez recevoir de l'argent pour pouvoir payer vos études et vivre. C'est-à-dire, vous n'aurez pas besoin de voler ou faire quelque chose d'illégal parce que quelque part, vous allez recevoir quelque chose. La personne qui vous fait recevoir cette chose-là, c'est elle qui est le garant financier. Le garant financier, ça peut être vous-même. Comme j'ai eu à le dire, si vous ne travaillez pas, vous avez deux options. Soit vous-même montrer que vous avez assez de moyens
pour payer vos études et vous prendre en charge. Ou alors, quelqu'un d'autre viendra dire au consulat qu'il vous prendra en charge et payera vos études. Donc, il y a deux types de garants financiers. Le premier type de garant, c'est vous-même. Si vous avez les moyens, vous avez assez d'économies, vous pouvez être votre garant financier sans faire intervenir quelqu'un. Le deuxième type de cas, c'est si vous n'avez pas assez de moyens, vous allez maintenant voir quelqu'un. Et je tiens à rappeler que les liens de parenté ne sont plus obligatoires. Avant, ce l'était. Voilà, donc va falloir trouver quelqu'un qui vous prendra en charge, qui prendra l'engagement de vous envoyer de l'argent juste pour prouver à l'agent d'immigration qui traitera votre dossier que vous n'aurez pas besoin de voler pour pouvoir vivre. Même si en vrai, dans la réalité, cette personne ne vous enverra pas d'argent. Les Blancs, eux, ils croient beaucoup plus ce qui est sur le papier que ce qui est dans les faits réels. Donc, vous aurez à leur fournir les papiers pour les convaincre. Rien d'autre à part ça. Maintenant, pour parler de solvabilité, c'est quoi une personne solvable? On dit qu'une personne est solvable lorsqu'elle a les capacités de payer ses dettes. Vous allez dire ici que oui, mais le garant ou la personne qui va nous prendre en charge n'est pas endetté. Mais bien sûr que si la personne est endettée, parce que lorsque la personne va fournir ses documents, elle va en quelque sorte faire une promesse à l'immigration. Ils vont prendre l'engagement de dire que ils vont vous envoyer de l'argent pour vous prendre en charge pour payer vos études. Ça, c'est un engagement, c'est vrai, mais c'est une promesse. Et d'après les Ivoiriens, d'après les Africains, une promesse est une dette. Donc, bien vrai qu'ils ne sont pas allés prendre l'argent avec quelqu'un d'autre quelque part pour prendre crédit, mais le simple fait qu'ils fassent cette promesse-là à l'agence d'immigration, ils sont endettés. Donc, eux, ils vont vérifier que votre garant est solvable, c'est-à-dire qu'il a les capacités de payer ses dettes. Et là, je suis allé dégoter un peu sur lecapital.fr, c'est un site, je vous mets ça en description pour pouvoir soutenir un peu ce que je dis, pour ne pas parler dans le vide, vous allez comprendre. Qu'est-ce qu'une personne solvable? La solvabilité implique de disposer de moyens financiers suffisants pour s'acquitter de dettes certaines, liquides et exigibles. Pour le vérifier, certains éléments sont passés en revue. Je vais m'arrêter là d'abord avant de continuer. Vous voyez, on dit pour vérifier la solvabilité, certains éléments sont passés en revue. On n'a pas dit un élément. Donc, ce n'est pas juste le fait d'avoir 50 millions en banque qui fait de vous quelqu'un de solvable. Non, je continue. On dit pour le vérifier, certains éléments sont passés en revue. Les principaux éléments sont, premièrement, la situation professionnelle de la personne, c'est-à-dire la situation professionnelle de votre garant. Est-ce que votre garant est salarié? Est-ce qu'il est indépendant? Est-ce qu'il est fonctionnaire? Est-ce qu'il est au chômage? Etc. etc. Donc, pour vérifier la solvabilité de votre garant ou même de vous-même, si vous êtes votre propre garant, on va déjà regarder votre situation professionnelle. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, on va regarder votre revenu. C'est écrit ici, le revenu, entre parenthèses, chiffre d'affaires pour un indépendant qu'il déclare et sa situation fiscale. Bon, situation fiscale, ça c'est beaucoup plus pour ceux qui sont dans des pays comme France et Canada. Pour ceux dont les garants sont dans ces pays-là. Mais pour ceux dont les garants sont en Afrique, par exemple, on va regarder les revenus. On va regarder le nombre de parts. Quand on dit le nombre de parts, c'est le nombre de charges. Ou du chiffre d'affaires si la personne travaille en tant qu'indépendant. Donc, en clair, on va regarder vos revenus. Donc, la première des choses, on regarde la situation professionnelle de la personne. Deuxième chose, on regarde ses revenus. Et la troisième chose, on va regarder les charges fixes et les emprunts éventuels qui peuvent crever son budget. Donc, on va regarder la situation professionnelle, on va regarder les revenus et on va voir est-ce qu'il n'a pas de crédit qui peut faire qu'il n'aura plus d'argent à vous envoyer. Donc, la troisième des choses, c'est s'assurer qu'il n'a pas de crédit trop gros sur la tête. Et la quatrième chose, on dit le patrimoine immobilier et mobilier titre financier qu'il possède. Ça, c'est pas obligatoire, mais c'est beaucoup quelque chose, c'est un plus, si on peut le dire comme ça. Et pour aller un peu plus loin, voici encore, on dit pour évaluer les revenus d'un particulier, les banques. Bon, là, ils disent les banques, mais voyez ça comme l'immigration parce que franchement, pour vérifier la solvabilité, c'est la même méthode partout. Ça s'applique partout. Okay? Donc, pour évaluer les revenus d'un particulier, les banques se fient à la fois à son montant, c'est-à-dire à ses revenus, mais aussi à sa régularité. Qu'est-ce que ça veut dire régularité? Ils vont chercher à voir, est-ce que vous avez des entrées d'argent régulières? C'est là où on va parler de mouvement de compte. À quel moment vous recevez de l'argent? Est-ce que c'est chaque mois? Est-ce que c'est chaque 3 mois?
Est-ce que c'est chaque 6 mois? Ou sinon, on ne peut pas établir de fréquence. C'est du genre, vous recevez 3 mois, après vous mettez 1 an pour avoir une autre entrée. Après, voilà, ils vont déjà regarder la régularité. Et ça doit être régulier sur la durée de vos études. C'est-à-dire la régularité de l'argent ou bien des entrées de votre garant doit couvrir votre période d'études. Vous allez vous demander, mais comment ils vont savoir que ça peut couvrir votre période d'études si vous venez étudier pour 5 ans, 10 ans et tout? On va continuer, vous allez comprendre. Ils disent le fait de disposer d'un CDI et donc de rentrée régulière constitue un atout. Quand on dit CDI, c'est-à-dire quoi? Contrat à durée indéterminée. C'est un contrat de travail à durée indéterminée. C'est-à-dire quoi? Votre garant, là, il travaille, mais on ne sait pas quand est-ce qu'il va finir. Donc, vu qu'il travaille et on ne sait pas quand est-ce qu'il va arrêter de travailler, vous voyez clairement que ça couvre la durée de vos études. Donc, les CDD, c'est-à-dire les contrats à durée déterminée, s'ils ne couvrent pas la durée de vos études, ça risque de ne pas passer. Ça risque de poser problème. Donc, il y a déjà ça, le fait de disposer d'un CDI, c'est-à-dire un travail à temps plein et à durée indéterminée, et de rentrée régulière d'argent. Retenez, il doit avoir une fréquence constante. Soit votre garant reçoit son argent chaque fin du mois, soit il reçoit ça chaque trimestre, soit il reçoit ça chaque semestre. C'est comme ça, il y a des entreprises où on paye chaque trimestre. C'est comme ça peut arriver. Mais il faudrait que la fréquence des revenus de votre garant soit régulière. Vous devez comprendre ça comme ça. Donc, pour résumer cette première partie-là, voilà sur quoi vous devez vous appuyer pour vérifier si votre garant déjà respecte les conditions. La première des choses, sa situation professionnelle. Est-ce qu'il est salarié? Est-ce qu'il est indépendant? Quand on dit indépendant, c'est commerçant et tout. Et quand je dis commerçant, il faudrait que ce soit un commerçant qui paye ses impôts, un commerçant qui a un registre de commerce, bref, un commerçant qui est commerçant selon la loi. Donc, est-ce qu'il est indépendant? Est-ce qu'il est fonctionnaire? Ça, c'est la première des choses que vous allez regarder, sa situation professionnelle. S'il est au chômage, il y a problème. S'il est commerçant, mais pas selon la loi, il y a problème. Donc, si cette première étape de situation professionnelle, vous retrouvez votre garant parmi tout ce que j'ai cité, c'est-à-dire il a une situation professionnelle, il est salarié, il est indépendant, bien il est fonctionnaire. Quand je dis indépendant selon la loi, il respecte le premier point pour pouvoir être votre garant. Le deuxième point, c'est revenus. Est-ce qu'il a des revenus réguliers? C'est-à-dire, est-ce qu'il est payé par mois? Est-ce qu'il a des entrées d'argent régulières? Et là, je veux insister sur un fait. Quand je dis des entrées d'argent régulières, ça va vous faire penser au mouvement de compte. Ne confondez pas mouvement de compte parce que c'est vrai, les entrées régulières et les sorties d'argent vont faire un bon mouvement de compte pour dire que oui, l'argent rentre de manière fréquente. Ça, c'est bien. Mais ne confondez pas mouvement de compte et puis disponibilité d'argent. Parce qu'on peut très bien avoir un bon mouvement de compte et être endetté. Donc, ne confondez pas ça. Mouvement de compte et puis l'argent sur le compte, ça doit aller ensemble. Donc, situation professionnelle. Revenus fréquents. Ça, c'est la deuxième chose. Ne pas avoir de gros emprunts, c'est-à-dire ne pas avoir de gros crédits. Vous pouvez avoir des crédits, c'est pas grave, mais il ne faudrait pas que ça puisse venir plomber la vie économique de la personne qui va vous prendre en charge. Vous voyez. Et si vous avez du patrimoine immobilier, des maisons et tout, il va être bien d'ajouter. Maintenant, pour rentrer dans beaucoup plus de détails, parce qu'on va aller encore plus dans les détails, je vais au fur et à mesure pour ne pas que vous vous perdiez. Okay. Et là, ça va être vraiment le dernier détail pour que vous puissiez comprendre le rapport avec la procédure que vous êtes en train de faire. Bien, maintenant là, pour le dernier détail, ça va concerner les logements. Mais comme je vous l'ai dit, les règles pour établir les solvabilités sont les mêmes. Généralement, c'est les mêmes. C'est juste les personnes ou les organisations qui changent. Sinon, c'est les mêmes. Ok? Là, par exemple, on va prendre un cas simple pour vérifier la solvabilité d'un locataire, par exemple, qui veut louer votre maison. Mais ça s'applique aussi. Vous ne voyez pas le lien, mais vous allez comprendre. Ça s'applique aussi. Donc, par exemple, là, c'est un exemple tout bête que j'ai pris, mais qui s'applique aussi à votre cas. On dit, en règle générale, pour être éligible, les revenus du locataire doivent être 3 fois supérieurs au loyer. Cette éligibilité minimise les risques locatifs et évite de nombreux contentieux. Ça, c'était le dernier détail. Vous voyez? Un autre critère pour évaluer la solvabilité, c'est que l'argent disponible pour ça, pour votre projet, doit être 3 fois supérieur à ce que le consulat ou l'immigration va vous demander. Donc, pour appliquer ça maintenant à votre cas, pour que vous puissiez comprendre, dans le cas de la France, on demande 615 €. On est d'accord. Pour le cas du Canada, on demande 12 000 $ canadiens par an. On est d'accord. Comme on vient de le voir, il y avait plusieurs critères.
que j'ai eu à citer, j'ai eu à faire le résumé. Et là, j'ai pris le dernier critère en quelque sorte, qui est de toucher le triple de ce que vous devez acquitter. Vous voyez. Donc, pour appliquer ça à Campus France par exemple, le consulat demande à ce que votre garant vous envoie 615 € par mois. Cela veut dire que le garant en question doit toucher au minimum le triple des 615 € pour pouvoir être solvable. C'est-à-dire, en plus de respecter les autres conditions, il doit toucher le triple des 615 € si vous allez étudier en France pour pouvoir être solvable. Et le triple de 615 €, ça fait 1 200 000. Si votre garant a 1 200 000 francs comme revenu par mois, il n'a même pas besoin d'avoir d'argent dans son compte bancaire pour que vous puissiez aller au Visa France avec. Parce que ça va passer. Parce que la condition minimale requise au niveau du salaire, il la respecte. Donc, on s'en fout de l'argent qu'il a dans le compte. Par contre, si votre garant lui-même est en dessous des 615 € demandés par le consulat de France, vous voyez qu'il y a un problème. Il vous prend en charge comment? Si lui-même, il ne touche pas ça comme salaire. Donc, c'est là que ça devient compliqué au niveau du visa quand on parle des garants. C'est pareil pour le Canada. La somme disponible, ben pour le Canada, bon, quelqu'un ne peut pas être payé à 3 fois 12 000 $, c'est pas possible. Mais pour le Canada, on va beaucoup plus regarder la régularité de son salaire, tout ça on en a déjà parlé. Mais on va regarder la somme disponible dans son compte. Vous voyez, est-ce que ça fait le triple des 12 000? C'est pour ça que généralement, vous allez entendre les gens dire, pour le Visa Canada, il faut 30 millions dans le compte. Parce qu'en vrai, 12 000 $ canadiens, je crois, ça fait 7 millions de francs CFA. Et quand vous le multipliez par 3, votre garant doit avoir au moins 21 millions dans son compte en banque. Au moins. Et vu que des gens préfèrent être extrêmement prudents, ils vont vous dire de mettre en même temps 30 millions dans le compte en banque si vous voulez étudier au Canada. Donc, vous devez toujours avoir en tête tous ces critères-là. Tous les critères que j'ai eu à citer. Et le critère du triple. Si votre garant ne touche pas 1 200 000 francs par mois, pour ceux qui veulent aller étudier en France, c'est pas fini. Voilà, parce que vous avez l'occasion de combiner plusieurs personnes pour que ça atteigne. Je vais faire des vidéos beaucoup plus détaillées encore pour pouvoir mieux expliquer. Et cette fois-ci, je vais détacher Campus France de Canada pour que ce soit vraiment très clair dans la tête de chacun. Donc, à chaque fois, si vous voulez partir étudier en France, dites-vous que le nombre total de salaire de vos garants équivaut au moins à 1 200 000. Si vous partez étudier au Canada, dites-vous que vous devez avoir au moins dans le compte de votre garant au moins 21 millions ou bien 20 millions de francs CFA. Donc c'est un peu ça. Je vais faire une autre vidéo où je vais séparer pour ne pas que vous vous embrouillez, parce que je sais que ça peut être déjà embrouillant pour certains. Mais déjà, voici les critères de solvabilité. Je vais répéter ça une dernière fois. Première des choses, situation professionnelle. Ça, c'est la première des choses au niveau de votre garant que vous allez regarder. La deuxième des choses, revenus. Est-ce que ces revenus sont réguliers et disponibles? La troisième des choses, il doit avoir un CDI, c'est-à-dire un contrat à durée indéterminée ou un contrat à durée déterminée, mais qui va couvrir au moins la durée de vos études. La quatrième chose, il ne doit pas avoir trop de crédits qui peuvent lui-même surplomber son économie. La cinquième chose, c'est que il puisse toucher, ou bien l'argent qui va être disponible en tout cas chez lui dans son compte et tout, doit être minimum le triple de ce qu'il doit vous envoyer par an. Donc je ne sais pas si vous comprenez ça. Si vous ne comprenez pas, c'est pas grave. Restez abonné à la chaîne, on va faire des vidéos beaucoup plus détaillées. Mais déjà, posez vos questions en commentaire s'il y a des incompréhensions. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, Instagram et Snapchat pour poser vos questions. Et puis voilà, on s'attrape pour une prochaine vidéo.